Allô?
Rav Taya, vous m'entendez? Oui. Super, vous êtes là. Bon, alors, dès que vous êtes prêts, on peut commencer. Moi, je suis prêt, je suis à votre disposition. Quand vous me dites de commencer, je commence. Alors, on peut commencer. Tout le monde va arriver au fur et à mesure. Super. La première chose, Shavua Tov, Chanukah Sameach à tout le monde, et un grand chazak au Baruch aux organisateurs, à ceux qui s'investissent à permettre que de belles choses se fassent, et que, Baruch Hashem, que Dieu, Yimale Mishol Pipchem, Letovav Livracha, qu'on puisse avoir votre cœur dans la joie et la gaieté, et que des bonnes choses, Bezrat Hashem. La chose la plus importante lorsqu'on vient assister à un cours, ce n'est pas celui qui parle qui est important. Le plus important, c'est ce que les gens vont écouter. C'est pour cela que c'est très important que si des gens ont des questions sur ce que je vais dire, il ne faut surtout pas se gêner. Parce qu'il n'y a aucun intérêt que je dise quelque chose et ce que je dis n'est pas clair et on n'a pas compris. Tout l'intérêt, c'est qu'on comprenne ce que je dis et qu'on puisse en profiter après de faire avec ce qu'on peut faire. C'est pour cela que qui que ce soit qui a une question, de mon côté, je ne suis pas gêné et on peut poser toutes les questions qu'on veut avec plaisir. Avant cela, je voudrais commencer quelques petites préfaces importantes sur ce thème qui a été choisi, celui qu'on a appelé la vie de Hanouka dans la vie de tous les jours. Chacun d'entre nous doit, et surtout puisqu'on m'a expliqué que ce sont des dames mariées et des jeunes filles aussi qui assistent à ce cours, alors il y a une chose importante qu'il faut savoir. Souvent, on se retrouve avec des difficultés. Mais il faut savoir que la seule unique raison qu'on se retrouve avec des problèmes, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes. Il y a essentiellement des solutions. La raison qu'on a aujourd'hui des problèmes, c'est parce qu'on prend à la légère les situations. Les gens ne prennent pas, et je sais pas comment dire si le micro coupe, et là aussi ça coupe. Si ça coupe, vous me dites. En tout cas, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque on veut appartenir à un monde réel, il faut qu'on comprenne que cela implique et engage. Le monde aujourd'hui veut profiter et jouir de tout, mais on veut rester en dehors de la course. Lorsqu'aujourd'hui on a des enfants, lorsqu'aujourd'hui on se marie, on n'est plus comme à l'époque du shtetl, du ghetto, que ce soit dans les pays sfarades ou que ce soit le ghetto des pays ashkénazes. On est aujourd'hui dans un monde réel, c'est-à-dire il y a des réelles agressions de tous les côtés. On n'est plus dans une situation où on peut rester assis tranquillement et tout va bien. Avant, lorsqu'on habitait dans un ghetto, tout était facile. On n'avait pas besoin d'un véritable savoir. Avec ce savoir ou sans ce savoir, on peut se dépatouiller. Pourquoi? Parce que déjà, la jeune fille qu'on va prendre en tant que cadre, elle habite au coin de la rue. Si la jeune fille habite au coin de la rue ou le khatan habite au coin de la rue, alors les boulettes de sa maman, c'est les mêmes boulettes que ma maman. Et le mariage que je vais faire avec lui, c'est le même mariage que ma sœur a fait ou que son frère a fait. C'est le même salle, c'est le même traiteur, c'est le même tailleur, c'est le même tout. C'est facile, on fait ce qu'on appelle du copier-coller. Copier-coller, c'est quelque chose qui est facile. La difficulté, lorsqu'on n'est plus dans un monde de copier-coller. Aujourd'hui, nous sommes dans une dimension qui est complètement différente de ce qu'il y avait auparavant. Alors, évidemment, la caloute a toujours existé. On est aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, dans les dernières années, particulièrement dans une galoute complètement différente. Pourquoi? Parce que nous sommes reliés avec un mélange absolu de civilisation. Si vous allez vous rappeler, il y a quelques années de cela, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans auparavant, à Paris, je ne sais pas si c'est 30 ans ou c'est 40 ans, je ne me rappelle pas qu'à Paris, dans ma jeunesse, il y avait des sushis. Il n'y avait pas de sushis à mon époque. Et des magasins avec de la nourriture américaine, ce n'était pas encore quelque chose habituel, à tel point qu'on trouve dans les post-Kim. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on
on parle de ces vers dans les salades et dans les légumes, des choses que vous allez demander à vos grands-parents vous diront non, on n'a jamais entendu parler de ça. Nos grands-parents n'étaient pas des gens qui faisaient Torah Mitzvot. Aujourd'hui, on parle de choses qu'ils n'ont jamais entendu parler de cela. Disent les décisionnaires pour une raison simple. À cause de l'import-export, on se retrouve aujourd'hui avec des bêtes, des insectes qui n'existaient pas avant. Parce qu'avant, chaque pays avait ses propres insectes. Et donc, on savait dans tel légume, il y a tel insecte. Et quel insecte, c'est tel et tel insecte, pas un autre insecte. Aujourd'hui, il y a un mélange de tous les pays du monde. Et le mélange de tous les pays du monde font que dans chaque pays, on se retrouve avec tous les insectes du monde entier. Et la même chose pour les maladies. Il y avait des maladies qu'on ne connaissait pas en France. Il y a des maladies qu'on ne connaissait pas en Italie ou en Espagne. Quand est-ce que ces maladies ont commencé à exister? Lorsque, je ne sais pas quoi vous dire, on me dit qu'il y a un problème avec le son. Si on n'entend pas, peut-être qu'il faudrait que je fasse autrement. Et si ça ne vous dérange pas, peut-être que je me branche avec un autre appareil, si vous me permettez. Un système qui était complètement différent. C'est-à-dire, avant, on était dans un système qui était relié avec une facilité. Et donc, cette facilité que nous avions jusqu'à maintenant a permis, entre guillemets, que les gens se retrouvaient avec une non-complexité. Et ils avaient tout simplement besoin de refaire ce qu'on appelle, c'est du copier-coller. Aujourd'hui, on n'est plus dans une situation où on peut se permettre du copier-coller. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a besoin de faire un véritable travail. Donc, lorsque aujourd'hui on aborde quelque chose, on ne peut plus se permettre, comme avant, de dire, voilà, je vais être une femme comme il faut, je vais être un mari comme il faut, je vais être une maman comme il faut, je vais être un enseignant comme il faut, comme avant. C'est fini. Aujourd'hui, il faut sortir ça de notre esprit. Il faut exclure de notre esprit la possibilité d'être un enseignant comme avant, d'être une maman comme avant, d'être un papa comme avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même cour. Aujourd'hui, ça ne se joue plus du tout dans la même cour. Ce ne sont plus du tout les mêmes dimensions. On rentre dans une nouvelle ère. Une ère qu'un professeur, une maman, un papa doit être un 4x4. Il doit être capable de pouvoir être là pour répondre à ce qu'il a besoin. Alors, est-ce que ça veut dire que la maman a besoin elle-même de tout connaître? Non, on n'a pas besoin de tout connaître, mais on a besoin d'être en contact avec ces gens qui connaissent tout. Comme par exemple, aujourd'hui, lorsque quelqu'un voyage, alors il a une carte bleue. Et dans sa carte bleue, il y a une assurance. Et s'il a son assurance, il n'a pas une carte bleue, alors il prend une assurance. Qui avant voyageait avec une assurance? Qui pense à ces choses-là? Aujourd'hui, personne voyage, personne n'envoie un enfant s'il n'y a pas une assurance. Et les parents disent, non, attends, ne prends pas ton billet, je vais le prendre avec ma carte bleue. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on peut être protégé. Aujourd'hui, qui n'a pas de mutuelle? Tout le monde a une assurance, tout le monde a une mutuelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même cour. Donc, ce que je voudrais dire à toutes ces mamans, et à moi, évidemment, quand je vous parle à vous, je me parle à moi-même le premier, parce que tout ce que je dis à chacun, je suis le premier concerné par toutes ces choses-là. Donc, chacun d'entre nous doit rentrer clair dans son esprit. Si aujourd'hui, il veut être capable de pouvoir réussir, il faut une condition. Cette condition, c'est déjà de se positionner différemment. Et c'est quoi la première chose qu'on doit se positionner? C'est de comprendre que si on veut accéder à être une bonne maman, à être un bon papa, être un bon frère, une bonne sœur, on veut être un bon ami, on veut être un bon enseignant, on veut être un bon rav, on veut être un bon dayan, alors il faut rentrer dans une nouvelle cour. C'est plus du tout les mêmes choses. Les problèmes ne sont plus les mêmes problèmes. Avant, lorsqu'il y avait des problèmes, c'était des problèmes qui existaient sur le terrain. Aujourd'hui, on est rentré avec des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Ça, c'est la première chose que je voudrais qu'on comprenne. Donc, rappelons-nous, si aujourd'hui, on veut réussir, on ne peut plus se permettre de rester avec un mental petit. Il faut qu'on comprenne qu'on doit rentrer dans une nouvelle dimension. On rentre avec des nouveaux éléments. Et ce premier élément est de comprendre que nous, papa, maman, toute personne est obligée d'apprendre, de vouloir se dire, non, se cacher derrière une boulette, derrière un couscous, c'est fini. On ne peut plus. Aujourd'hui, on a besoin de connaître, on a besoin d'apprendre, on est obligé de s'approfondir, c'est-à-dire ne plus se contenter d'une réflexion simple, mais de s'approfondir. Parce qu'aujourd'hui, lorsque notre enfant nous parle, on ne sait pas où il est.
On ne sait pas qui l'a vu, on ne sait pas qui l'a fréquenté. Et aujourd'hui, on doit être attentionné à tout ce qui se passe. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais qu'il soit clair pour chacun d'entre nous. La deuxième chose, ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous, dans cette démarche, de cet approfondissement, dans cette démarche d'essayer de comprendre et de voir les choses d'une manière un peu plus profonde, de s'habituer à quelque chose de très important que je vais vous dire maintenant et que je dis chaque fois dans chaque cours à tout le monde parce que c'est le B à bas de la progression. Chaque chose sur Terre va se partager en deux parties. Ce qu'on appelle le fond de chaque chose et la forme de chaque chose. Donc, je répète, toutes les choses sur Terre vont se partager en deux dimensions. Le fond de chaque chose et la forme de chaque chose. Cette forme-là va être reliée avec trois dimensions, ce qu'on appelle le temps, l'espace et l'esprit. C'est-à-dire, chaque chose sur Terre va se retrouver dans un moment bien précis. Chaque chose sur Terre va être reliée avec un endroit précis. Et chaque chose sur Terre va appartenir à une situation bien précise. Lorsqu'on se déplace dans le temps, entre l'endroit où la chose a commencé et on se déplace dans le temps, plus on avance dans le temps et plus la forme change. Plus on se déplace dans l'espace et plus la forme initiale va changer. Comme par exemple, vous prenez deux endroits. Les maisons qui sont à côté de l'endroit où vous avez vu ressemblent à l'endroit où vous êtes. Vous allez un peu plus loin, les maisons commencent à changer. Mais plus on est proche du premier endroit, alors ça ressemble un petit peu. C'est pour ça que vous allez voir que dans certains pays, deux pays, un qui va se trouver par exemple au Maroc et l'autre en Algérie, ils sont à côté l'un de l'autre. Alors, même s'il est marocain, même s'il est algérien, mais c'est les mêmes plats. C'est les mêmes coutumes. Le même pays algérien qui va se retrouver à côté d'un autre pays, alors là-bas, ils vont se ressembler les deux. Pourquoi? Parce que plus on s'éloigne d'un endroit et plus la forme change. La forme va changer. La forme qui va être reliée avec le temps, la forme qui va être reliée avec l'espace ou la forme qui va être reliée avec le sujet. Mais dans le fond, tout est pareil. C'est pour cela qu'il faut habituer nos cerveaux. Il faut s'habituer notre manière de fonctionner. Il faut se conditionner à s'habituer que chaque fois qu'on aborde quelque chose, ce qu'on doit rechercher, c'est le fond, non pas la forme. Parce que la forme va changer dans chaque situation. La forme va changer dans chaque moment. Chaque moment, il y aura une autre forme. Chaque endroit, il y aura une autre forme. Mais le fond est le même. Et ce n'est pas simplement de savoir ce fond parce qu'il a changé, mais c'est parce que si je ne suis pas capable de reconnaître ce fond, je peux me retrouver à l'opposé du message et je peux faire une véritable bêtise. Un exemple le plus simple. Chacun d'entre nous sait que lorsque, entre guillemets, une personne veut exprimer une idée, alors il a plusieurs manières d'exprimer une idée. Et des fois, pour exprimer une idée ou faire passer un message, la manière la plus intelligente et la plus normale, c'est de parler clairement de ce qu'on a envie de dire. On attend quelque chose, on le dit. Comme par exemple un mari ou une femme qui vont se parler, un homme et une femme vont se parler et dire, chérie, tu sais, j'ai besoin entre guillemets d'affection, de tendresse. Voilà, un mot clair. Le monsieur a dit à sa femme, chérie, j'ai besoin d'affection, chérie, j'ai besoin de tendresse. Le mari dit à sa femme, voilà ce que j'ai besoin. Chacun va parler à l'autre d'une manière claire. Ça, c'est dans la normalité. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est quand tout va bien. Mais des fois, on fonctionne exactement le contraire. Lorsqu'on veut demander de l'affection, on veut demander un regard, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un message opposé à celui-ci. Et une des manières, par exemple, c'est on boude. Bouder et d'une manière de faire comprendre à la personne, je ne suis pas content de ce que tu m'as fait et donc je voudrais que tu reviennes vers moi et tu me regardes et tu t'occupes de moi, etc., etc. Mais bouder n'est pas le mouvement de dire à une personne, regarde-moi. Ah, tu me boudes, alors je te boude. Et voilà, crescendo. Et on se retrouve malheureusement dans une situation gravissime. Et donc à ce moment-là, au contraire, au lieu qu'on va dans le bon sens, on se trouve à l'opposé. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a vu la forme. Et la forme, c'est quoi? C'est bouder. Mais le fond, c'est chérie, regarde-moi. Alors, ce que je voudrais, c'est évidemment, lorsqu'on pose la question, c'est quoi Hanouka aujourd'hui? Évidemment, ça, c'est la question qu'on doit se poser, mais ce n'est pas que sur Hanouka, sur n'importe quelle chose. N'importe quelle chose, on doit chercher, c'est quoi le fond? Et ce fond-là, on doit essayer de l'adapter à tous les temps, même si le temps entre le moment où ça a commencé et aujourd'hui, il y a déjà plus que 1000 ans, il y a 2000 ans, mais entre-temps,
même si le temps a changé, la situation n'est pas la même, mais le fond est resté le même. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose concernant cette Hanouka, mais avant que je passe à la troisième étape, je voulais rappeler les deux premières étapes qu'on a vues. La première chose, ce qu'on a vu, c'est que chacun d'entre nous doit comprendre qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus comme avant. On n'est plus dans un ghetto, on n'est plus dans un shtetl. On est d'aujourd'hui agressé avec des choses qui changent. On est aujourd'hui à Paris, et on trouve, allez chercher une brasserie, vous ne trouverez plus une brasserie aujourd'hui. Pour trouver une brasserie, il faut faire des mains et des pieds. Mais on trouve des restaurants chinois, on trouve des Japonais, on trouve des Libanais, on trouve des Grecs, on trouve tout. Mais une brasserie, on ne la trouve plus, on est à Paris. Pourquoi? Parce que nous sommes envahis. On n'est plus dans la dimension où on est tranquille. On n'a plus cette tranquillité. Lorsqu'avant, on était dans une synagogue, alors tout le monde, c'était des gens que nous connaissions, tout le monde avait grandi, tout le monde était au cheder, tout le monde a grandi ensemble, et on se retrouve dans la choule, au shtetl, et on connaît chacun d'ici. Lorsqu'aujourd'hui on rentre dans une choule, c'est plus pareil. On a des gens qui arrivent de tous les côtés, de tous les bords, parce que Baruch Hashem, c'est magnifique, ils ont fait teshuva, mais chacun arrive avec son problème de ci, son problème de cela, et malheureusement on arrive même des fois que dans des synagogues, on arrive à avoir des bagarres. Comment des bagarres? D'où ça sort des bagarres? Comment dans une synagogue on peut se retrouver avec une bagarre? Réponse, parce qu'on est complètement différent de ce qu'il y avait avant. Une bagarre, quelque chose qui c'est écrit dans l'Halakha, il y a un cherem akadmonim, il y a une mise en quarantaine des maîtres d'avant de celui qui lève la main, tellement que c'est quelque chose de gravissime. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et donc, ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est qu'on soit conscient qu'on ne peut plus aujourd'hui aborder la vie. On ne peut plus aujourd'hui aborder la vie avec le même état d'âme que nous avions avant. Aujourd'hui, on a besoin d'être des professionnels. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est que toute chose que nous abordons, il y a deux parties, ce qu'on appelle le fond et la forme. Notre travail à nous, et chaque fois qu'on aborde quelque chose, c'est de comprendre le fond. Parce que la forme change. Elle peut même arriver à l'opposé de ce qu'on peut s'imaginer. Mais le point commun de tout ça, c'est que c'est le même fond. Comme je vous ai donné l'exemple de cette personne-là qui boude, mais en vrai, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un regard. Mais dans son comportement, quel message il émet? Il émet le message contraire. Donc notre travail aujourd'hui à nous est d'être capable de capter ce fond. Et si on veut capter ce fond, ça revient au premier point que je vous ai dit. On a besoin d'être des experts. On a besoin d'être des gens qui sont à la pointe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que moi, j'ai besoin de tout connaître? J'ai besoin d'être docteur, j'ai besoin d'être avocat, j'ai besoin d'être professeur, j'ai besoin de tout connaître, j'ai besoin d'être arabe? Non. Mais j'ai besoin d'être en contact avec toutes ces personnes-là. Comme je vous ai donné l'exemple, d'avoir une assurance. On prend une assurance. Moi, je ne suis pas. Mais cette assurance, elle a un hélicoptère pour rapatrier une personne. Cette assurance, elle a un avion pour rapatrier une personne si c'est nécessaire. C'est-à-dire, moi, je suis petit, mais je me mets en contact avec des professionnels. Et ça, c'est ce qu'on attend chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, chacun d'entre nous doit être en contact avec ce professionnalisme. Même si moi, je ne l'ai pas, mais je dois être à la pointe. Et cette pointe-là, elle se trouve chez qui? Chez les professionnels. Ça, c'est les deux points qu'on a vus. Et maintenant, je voudrais attaquer le troisième point. Oui? Juste, Raphaël, comment on peut avoir cette capacité-là en nous d'unir ces deux dimensions? Lesquels? Du fond et de la forme. En même temps, est-ce qu'on peut être en même temps connecté aux deux? Alors, première chose, je suis très content, Sadek, que tu poses la question et que, bon, Hachem, on n'attend pas la fin du cours pour poser les questions, parce que le plus important, c'est pas tout ce que j'ai à dire. Ce qui est important, c'est que le peu que je dis, on soit ensemble et on le comprenne. Alors, la première chose qu'il faut savoir, dans la vie, tout est une notion d'habitude. Vous savez, si quelqu'un n'a jamais conduit, quelqu'un qui n'a jamais conduit, qui n'a jamais pris de voiture, vous imaginez c'est quoi tenir une voiture et être sur l'autoroute et il y a des gens, des voitures qui roulent à droite, des voitures à gauche, devant, derrière. Comment je mets ma tête partout? Réponse, là, on s'entraîne. C'est de l'entraînement. On s'entraîne à cela. Et c'est pour ça qu'au début, que lorsqu'on apprend à conduire, alors la personne que nous dit, voilà, dès que tu t'assois dans la voiture, voilà, il faut qu'il y ait des mouvements. Mettre ta ceinture de sécurité, regarder ton rétroviseur, de regarder, entre guillemets, telle et telle chose. Regarde les lumières, est-ce que tout est... Et mets tes mains à 10h10. Il nous apprend, on apprend. Depuis quand on a le droit de prendre une voiture sans avoir un permis? Alors imagine-toi si on parle d'un camion, imagine-toi si on parle d'un avion, imagine-toi si on parle d'une fusée. Ben, c'est évident, il faut apprendre.
Alors, le problème, c'est quoi? C'est ce que tu as dit exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Ta question, c'est exactement le message que je voulais passer. C'est qu'aujourd'hui, comme on ne nous parle pas de cela, comme aujourd'hui, on ne nous pousse pas vers cela, alors ce sont des choses qu'on ne nous parle pas. Et puisqu'on ne nous parle pas, on ne sait pas comment le faire. Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, lorsqu'une personne passe son permis, on lui demande même de la mécanique. Mais avant, qui levait un capot d'une voiture? Qui devait son tracas de savoir? Aujourd'hui, ça aussi, il faut connaître. Aujourd'hui, de plus en plus, dans tous les domaines que nous sommes en train d'avancer, dans n'importe quel domaine, que ce soit pour le travail, que ce soit dans n'importe quelle chose, on lui demande de tout connaître. On lui demande, si on demande ça, je ne sais pas si, bon, Hachem, vous êtes encore jeune, mais allez voir les consignes de sécurité qu'il y a aujourd'hui lorsqu'une commission de sécurité passe dans un établissement. Avant ce qu'on nous demandait, aujourd'hui ce qu'on nous demande, un registre de sécurité bombardé de professionnels qui sont là pour regarder est-ce que l'alarme fonctionne, est-ce que les extincteurs fonctionnent, est-ce que les portes se ferment, une multitude de choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais ça, celui qui n'a pas mis le pied à l'étrier à ce monde-là, il croit qu'il ouvre une école, il ouvre un endroit et ça se fait en 2 minutes. Un endroit, un ERP, un établissement qui reçoit du public est devenu quelque chose de compliqué. Rien qu'à travers les choses d'architecte, aujourd'hui, rien que ce qu'on doit payer pour un architecte, pour s'occuper de toute cette partie-là, c'est le prix d'un studio aujourd'hui. Et il n'a même pas encore mis un clou dans l'endroit. On n'a même pas encore levé une pierre. On est juste dans des papiers. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, ta question, c'est quoi? Comment on arrive à pallier avec, d'un côté, cette forme et de s'approfondir dans le fond malgré toutes les formes? Mais c'est un travail, ça s'apprend. C'est une chose qu'on apprend. C'est une chose qu'on doit apprendre. Et si on commence à s'habituer à ça, à faire des exercices 1 fois, 2 fois, à force de forger, on devient forgeron. Mais pour cela, j'ai besoin d'avoir une conscience. Si je ne sais même pas que cette chose-là existe, comment je peux aller la chercher? Est-ce que j'ai été clair? Oui, merci beaucoup. Donc, on revient à ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on est dans cette situation où on est à Hanouka. Et à Hanouka, il y a évidemment des enseignements Blickwool, nos limites, tout ce qui est enseigné. Mais je voudrais m'arrêter sur 2 petites choses, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais bon, on fait ce qu'on peut et on voit ce qu'on peut faire. La première chose que je voudrais vous parler, c'est de ce qu'on appelle la progression. Ce qu'on appelle progresser. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre vie, on va s'apercevoir que notre progression que nous avons dans la vie de tous les jours est ce qu'on appelle une progression naturelle. Et moi, ce que je voudrais vous parler, c'est de la progression construite. Non pas la progression naturelle, mais grandir d'une manière forcée et décidée et non pas naturelle. Vous savez, chacun d'entre nous était petit. On est né avec 30, 40 centimètres. On avait une taille, et après on devient 1m50, 1m60, 1m70, 1m80, 1m90. Donc vous imaginez de passer de 40 centimètres à 1m80, vous imaginez la différence qu'il y a entre l'un et l'autre? 1m50, on a grandi de 1m50, ça c'est pour la grandeur. Et qu'est-ce qu'on fait de la largeur? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, il faut que je grandisse? Il y a quelqu'un qui s'est levé le matin et qui a dit, attends, il faut que je prenne ma potion pour pouvoir grandir? Non, non, on mange. Pourquoi tu manges? Ben, c'est bon, parce que j'ai faim, parce que mon ventre gargouille. Donc on mange. On mange et on boit. On mange des bonnes choses, on mange des choses moins bonnes. On boit des bonnes choses, on boit des choses moins bonnes. Mais personne ne s'est dit, il faut que je grandisse. Lorsque l'enfant, il fait 1 mètre ou il fait 80 centimètres, il dit, ah, il faut que j'arrive à 1m80. Non, il grandit. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu arrives à 1m80? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à 1m90? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à 1m70? Ben, c'est ce qu'on appelle la progression naturelle. Dans notre vie, on va trouver 2 catégories de personnages. Et ces 2 catégories de personnages vont être eux-mêmes 2 catégories. Il y a celui qui décide de ne pas faire des études. Alors, il y a ce qu'on va à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire aller à l'école? Ben, on va à l'école, on s'est inscrit. On est inscrit à l'école, on nous a inscrit au Cheder. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle la progression naturelle. C'est quoi la progression naturelle? Ben, si je suis dans un endroit où on étudie, alors j'étudie. Est-ce qu'il y a une personne qui s'est dit, voilà, c'est ce que je veux? Non, c'est ce qu'on appelle la progression naturelle. Il y a les études naturelles que tout le monde fait. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, voilà, il faut que je fasse des études? Non.
on est au cheder et on grandit. On va à l'école et on passe son bac. Après cela, il y a une deuxième partie. C'est que la personne dit, voilà, je veux faire des études parce que je voudrais devenir quelque chose. Alors aujourd'hui, étant donné qu'on s'est aperçu d'un manque de motivation, donc dans les écoles, ils ont décidé de créer ce qu'on appelle de l'orientation. Au lieu que tout le monde va passer un même bac, alors ils ont décidé de faire que le bac soit orienté selon ce que la personne voudra faire plus tard. S'il veut être docteur, alors ce sera tel et tel bac. S'il veut faire autre chose, ça sera tel, il veut faire du business, ce sera tel et tel bac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'on va orienter les études de la personne. Et donc, depuis ce moment de l'orientation, il commence à orienter. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, la personne commence à penser. Il pense à ce qu'il veut arriver. Mais malgré cela, c'est jusqu'au bac. Après le bac, il commence à dire, voilà, ce que je veux. Et là, il commence à rentrer dans une autre catégorie, un autre mental. C'est ce que lui veut déjà. C'est-à-dire déjà, une personne jusqu'au bac, d'une manière générale, il n'est pas là. C'est la même progression que de la même manière que son corps va grandir, alors lui aussi, il va grandir à l'école. Au moment où il décide de prendre quelque chose dans sa vie, de faire quelque chose de particulier de sa vie, là, il commence à rentrer dans une nouvelle dimension, laquelle, c'est plus une progression naturelle, mais c'est une progression forcée et décidée de sa part. Ça, c'est ce que nous vivons. D'une manière générale, on progresse. Est-ce qu'une personne s'est dit, un jour, quand il était petit, il a dit, voilà, j'ai un but, je dois me marier. Et puisque je dois me marier, alors il faut que je fasse des études pour pouvoir me marier? Non. Pourquoi? Parce que j'ai un corps d'homme, elle a un corps d'une femme. Ben, on se marie. Toi, tu es une femme, moi, je suis un homme. On se marie. À quel moment les personnes commencent à mettre leur tête lorsqu'il commence à avoir des problèmes? C'est-à-dire, d'une manière générale, lorsqu'on regarde notre vie, une personne s'est mariée. À quoi quelqu'un il s'est dit, voilà, je me marie et j'ai un programme. Depuis ma première année, au premier instant, je me marie. Au bout de 10 ans, voilà ce que je dois arriver. Après les deuxièmes 10 années, je dois arriver à tel et tel niveau. Et les 10 dernières années, après pas dernières années, les autres 10 années, je dois arriver à tel et tel niveau. Non, on se marie. Et qu'est-ce qui se passe? Non, on vit. Alors, il y a une opportunité. On a rencontré quelqu'un qui peut devenir notre enseignant. On a trouvé un bon rave. On a trouvé quelqu'un qui peut nous enseigner quelque chose. Chez d'autres, ils vont aller voir un coach. Chez d'autres, ils vont aller voir un psychologue. Je ne sais pas ce qu'ils vont aller voir. Et ils ont eu la chance de rencontrer quelqu'un qui va leur permettre, ils vont s'accrocher à lui, il va les aider. Mais est-ce qu'une personne, à l'origine, a décidé de faire quelque chose pour le devenir? Non. Et si aujourd'hui on le fait, généralement, le déclencheur a été un problème. Vous imaginez une maman qui se dit, voilà, je veux devenir une vraie maman? Non. Si tout va bien, elle n'a pas besoin, elle ne se prend pas la tête. Même lorsqu'elle va dans un cours, où dans ce cours-là, on va parler des inanimes, comment on éduque un enfant, elle ne va pas sentir le besoin si ce n'est pas relié avec un problème qu'elle a eu avec un de ses enfants. Elle ne va pas prendre le besoin d'un cours de Shalom Bayit si ce n'est pas parce qu'elle a eu un problème ou parce qu'une copine à elle lui a dit attention, si tu ne vas pas à un cours de Shalom Bayit, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Elle a eu tellement une angoisse, elle est partie y aller. Notre démarche à nous n'est pas une démarche construite. Et ce que je voudrais, c'est déjà que chacune d'entre vous, et moi le premier, on commence à s'habituer. Ça n'existe pas, cette progression naturelle. Cette progression naturelle, c'est une chose, mais ce n'est pas pour nous, nous ne sommes pas des animaux. Là, la préconise Adam Mu'ad Le'olam. Un homme est maître de lui, de Aleph à Tav. Un homme est responsable de lui-même. Cette notion-là de progresser naturellement ne fait pas partie de la vie d'un être humain. Ça, c'est la vie d'un animal. Un animal, oui, il progresse naturellement, il grandit naturellement, il grossit naturellement, il devient plus fort naturellement parce que c'est un animal. Mais chez l'homme, c'est pas comme ça. Adam Mu'ad, un homme est responsable. Et lorsqu'on atteint des choses très particulières, comme par exemple un enseignant, c'est encore plus que ça, c'est pire que ça pour un enseignant. Un enseignant lui dit, si tu ne sais pas, tu fais une erreur lorsque tu enseignes à des enfants, tu es moutré de Homet. Tu es déjà un homme averti. Une erreur, c'est une raison de te mettre dehors. Pourquoi? Parce que kivan de al-al, shibushta kivan de al-al, une erreur dans l'éducation, ça, on ne peut pas l'arranger. Donc, dès que tu fais une erreur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Donc, tu es déjà en mode avec une lettre, déjà toute prête, que si tu n'es pas à la hauteur, alors tu ne peux pas dire, oui, mais donnez-moi des chances. Il n'y a pas de chance. Vous imaginez quelqu'un qui dit, donnez-moi la permission de conduire une voiture.
Ah, je fais des accidents, entre-temps, j'ai tué quelques personnes, c'est pas grave. Entre-temps, je vais apprendre. Comme une fois, des fois, pas une fois, généralement, avant de marier des gens, les gens, je leur demande de passer un petit stage chez nous. J'ai besoin de leur parler. Et quand je leur demande, mais c'est quoi votre rôle à chacun d'entre vous? On a même des réponses qui me disent, bon, on va apprendre sur le tas. C'est-à-dire, entre-temps, tu as fait une multitude de boulettes. Tu as fracassé ton mari, tu as fracassé ta femme, tu as dit des choses qu'il ne fallait pas dire, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire et tu t'es dit, je vais apprendre sur le tas. Mais c'est-à-dire, si tu veux que je te donne une voiture et je te dis, roule, et entre-temps, tu fais plein d'accidents, tu as fait peut-être des morts à shalom, mais ce n'est pas grave, on va apprendre sur la route. Il n'y a pas. On peut pas, on n'est pas un bovin qu'on grandit naturellement, on se met à paître, on mange, et c'est comme ça, on est en train de paître dans une prairie, et comme ça on grandit. Nous sommes des êtres humains. Adam, Mouad, le Olam, un homme est responsable, Ben Er, Ben Yachen, dit l'Alacha, qu'il soit réveillé ou qu'il dorme. Avant d'aller dormir, je dois savoir où je vais dormir pour ne pas causer quelque chose, un problème à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit. Donc, ce point que je voudrais vous parler, c'est cette notion-là, de cette progression, non pas naturelle, j'ai grandi naturellement, mais je veux grandir parce que je me suis mis un but. Voilà, je veux devenir une vraie femme, je veux devenir un vrai mari, je veux devenir un vrai père. Et pas parce que, entre guillemets, j'ai eu un problème, donc je suis parti demander un conseil, mais c'est déjà trop tard quand tu as eu un problème. Vous imaginez quelqu'un qui va nager après qui s'est noyé? Mais à qui je vais apprendre à nager? Il est déjà mort. Je ne peux plus enseigner à quelqu'un qui est mort. C'est trop tard. Il faut apprendre à nager avant de se retrouver dans une telle situation. Et c'est pour ça que l'Allah préconise un père doit apprendre à son fils à nager. Parce que demain, il se retrouve dans une embarcation, le bateau, il coule. Comment il fait? Il faut qu'il apprenne à nager. Un père doit apprendre un métier à son fils. Pourquoi il doit lui apprendre un métier? Parce que s'il n'aura pas de métier, dit l'Allah, ce qu'il va faire, c'est quoi? Ce qu'il va faire, s'il n'a pas de métier, alors il va voler. On n'a pas où aller. La chose qu'il va faire, c'est qu'il va voler. Et si on ne veut pas qu'il vole, je m'excuse si je me lève, c'est parce que j'ai besoin de récupérer un chargeur. Donc, si on ne veut pas qu'il vole, il y a une seule manière, il y a une seule chose à faire. Il faut qu'il connaisse qu'il a un métier. Mais s'il n'a pas de métier, alors automatiquement, il va voler. C'est pour cela que c'est important que chacun d'entre nous comprenne que si on veut faire ce qu'il y a à faire, on est obligé de se construire. Et on n'a pas le choix. Et si on ne veut pas se construire, alors on va se retrouver avec un véritable problème. C'est pour cela que le premier point que je voudrais dire à tout le monde, et comme je vous dis à moi, le premier, ce que je vous dis, je m'adresse aussi à moi. Chacun d'entre nous doit comprendre qu'on est obligé d'apprendre. On est obligé de ne pas se contenter de ce qu'on appelle une progression naturelle, mais on a besoin, impérativement, on a besoin véritablement de se retrouver dans une situation avec un véritable programme. Avant que j'avance, est-ce que c'est clair sur ça? Est-ce qu'il y a une question sur ce que je viens de dire? C'est très clair, Raphaël. Pour l'instant, pas de questions pour moi. Khazak. Donc, après qu'on a compris que cette chose-là, elle est importante, nous dit la Torah, il va exister plusieurs catégories de progression. Il va exister des petites progressions et il va exister des progressions beaucoup plus profondes et beaucoup plus sérieuses. Les petites progressions ne vont pas attendre de moi un grand effort. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire maintenant et ce qu'on attend de moi est presque basique. Des choses simples, c'est-à-dire ce que je suis à l'instant T. Et ce que je veux devenir, il n'y a pas de grand écart. Il n'y a pas d'écart extraordinaire entre l'endroit où je me trouve et l'endroit où je veux aller. Et si l'endroit où je me trouve et l'endroit où je veux aller, l'écart n'est pas trop grand, alors il n'y a pas trop de difficultés. Ce n'est pas la fin du monde. On peut se débrouiller avec ce qu'on est. Par contre, si on veut atteindre, on veut arriver à quelque chose de beaucoup plus profond, on veut arriver à quelque chose de complètement différent, il faut qu'on comprenne qu'ici, il faut qu'on passe à une étape différente. Et là, nous dit la Torah, les bougies de Hanouka vont éclairer. Mais une bougie, nous dit la Torah, pour qu'elle puisse éclairer, il faut une seule unique condition. Laquelle? Il faut qu'il y ait consommation totale du combustible. C'est-à-dire, si l'huile va dire « je veux rester huile », alors il n'y aura pas de bougie qui va éclairer, il n'y aura pas de bougie qui va s'allumer, parce que la condition de l'éclairage de la bougie dépend complètement
complètement du combustible. Et si le combustible dit « je veux rester moi », alors il n'y aura pas de bougie. Et là vient l'enseignement pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il doit savoir s'il veut accéder à quelque chose de particulier, ce qu'on appelle est une véritable personne qui va éclairer. On veut éclairer. On ne veut pas être quelque chose qui n'éclaire pas, on veut être une personne qui éclaire. Il faut une condition. Il faut arriver à disparaître de soi-même. Il faut que ce qu'on veut arriver à être va nous demander une dimension telle où on va disparaître. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, lorsqu'une personne se marie, lorsqu'une personne a des enfants, c'est-à-dire lorsqu'il devient père, lorsqu'il devient mère, lorsqu'une personne travaille, lorsqu'une personne étudie au cheder, à la yeshiva ou n'importe quelle chose, le fonctionnement est simple. On veut, mais on veut rester nous-mêmes. C'est-à-dire, je veux rester cette jeune fille célibataire, mais mariée. Ça veut dire quoi, célibataire mariée? Je veux rester dans cet état d'âme de célibataire, mais je veux jouir des avantages du mari, c'est-à-dire qu'il m'achète, qu'il me sorte, qu'il me donne, qu'il m'apporte. Mais ça, c'est pas un mariage. Un mariage, c'est une disparition, une dimension où on va rentrer dans une nouvelle dimension. Mais pour cela, c'est comme ces bougies de Hanouka. Il faut que le combustible, il faut que moi, je devienne un avec la mèche et je devienne cette lumière, ce feu. Mais si je veux rester moi, je ne peux pas. Et aujourd'hui, la démarche que les gens ont dans leur vie, on ne veut pas être touché. On ne veut pas avoir besoin de changer dans notre fort intérieur. Et c'est pour cela qu'en vrai, c'est pour cette raison-là, dans l'absolu, pourquoi il n'y a pas de progression forcée. Parce qu'on ne veut pas en vrai, on ne veut pas se toucher. Nous, on veut faire du sport, mais un autre système à nous, c'est-à-dire, je veux faire, mais je ne veux pas, entre guillemets, que j'ai mal, je ne veux pas transpirer, je ne veux pas être fatigué, je ne veux pas que ça m'embête. Mais si tu ne veux pas ci, tu ne veux pas ça, tu ne veux pas ça, alors à ce moment-là, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour cela que la condition particulière de Hanouka, les bougies de Hanouka, c'est ce qu'on nous demande à nous, de rentrer dans une nouvelle dimension. Une maman, une personne qui veut devenir une femme, mais elle veut rester, elle, parce qu'elle était célibataire, mais elle ne peut pas construire un couple. Si ce garçon veut se marier, mais il veut rester célibataire, il ne peut pas construire. Quand j'entends que des garçons se marient ou des jeunes filles se marient, mais ils disent avant le début du mariage, écoute, moi, deux jours dans la semaine, je sors avec mes copains ou mes copines. De quoi on parle? De quel copain, de quelle copine tu parles? Comment tu rentres dans tout ça? Je n'ai pas compris de quel copain. Je ne parle pas de faire des bêtises. Ça, c'est évident qu'on ne parle même pas de ça. Quelqu'un dit, je vais aller me droguer, c'est évident qu'on ne parle pas de ça. Mais c'est quoi? Pousse, je ne suis plus marié, je ne suis plus homme, je ne suis plus femme, je ne suis plus le mari de ma femme, je ne suis plus la femme de mon mari, et je vais sortir avec mes copains, mais ça veut dire quoi? Ça sort de où? Alors tu dis, quelque chose qui s'inscrit dans ta progression de mari, quelque chose qui s'inscrit dans ta progression de femme. Et tu vas dans un cours où tu vas voir des copines pour te renforcer, pour quelque chose qui te permet d'être une meilleure femme, oui. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Pousse, je suis plus mari, pousse, je suis plus femme. Pousse, les enfants, papa et maman, on sort, on n'est plus parents. On revient dans notre système comme si qu'on était avant que vous êtes nés. Mais ça n'existe pas. Et si oui, alors on n'est plus du tout dans cette progression. La première chose que les bougies de Hanouka nous parlent, c'est qu'on les allume. Mais si l'huile ne rentre pas dans la mèche, alors on ne peut pas allumer. Et si l'huile ne peut pas rentrer dans la mèche, alors ce n'est pas une huile qui est cachère pour les bougies de Hanouka. Si l'huile ne rentre pas, alors ce n'est pas un combustible. C'est pourquoi on ne peut pas allumer les bougies de Hanouka avec de l'eau. Parce que l'eau n'est pas un combustible. Lorsque je mets l'eau dans la mèche, ben, l'eau, elle dit non, tu ne me touches pas. Tu ne peux pas avoir un effet sur moi. Je ne me transforme pas avec ton allumette. Par contre, lorsque je mets un combustible, il rentre dans la mèche. Et ce combustible va être pris par le feu et va se transformer en énergie à cette bougie. Mais si moi, je veux rester moi, je ne peux pas. C'est pour cela que c'est très important. La première chose que chacun d'entre nous comprenne, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on comprenne qu'on est là pour progresser. On est là pour avoir un véritable plan. J'ai un plan. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Où j'ai l'intention d'arriver? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que j'ai prévu dans mon mariage? Qu'est-ce que j'ai prévu avec mes enfants? Mais pour arriver à un véritable plan,
Je ne peux pas arriver à un véritable plan, à quelque chose de merveilleux, si moi je veux rester dans mes quatre coudées, si moi je veux rester dans mon système, et surtout, il ne faut pas me pousser ni à droite ni à gauche. Mais je vais arriver dans quoi? Ça n'existe pas. Alors, avant que je passe à une étape supérieure, est-ce qu'il y a une question sur ce que je viens de dire? Oui, Rav, au début, tout à l'heure, vous avez parlé du fait d'être, de s'annuler, d'être bitoul, mais d'être bitoul à quoi? Au message. Ah, Au message. Parce que les gens, quand on parle de bitoul, je ne sais pas à quoi ils pensent, mais le bitoul que je parle, c'est le bitoul au message. Par exemple, si je veux apprendre un sport, le sport a des règles. Mais si moi, je ne veux pas rentrer dans les règles du sport, alors je ne peux pas apprendre. Imaginez-vous quelqu'un qui veut faire du rugby. Quelqu'un qui veut faire du rugby. Il dit, hey, personne ne me pousse, il ne faut pas me pousser à moi. Et quand la balle, elle arrive, poussez-vous, je vais la récupérer. Il ne pourra pas faire du rugby. Quelqu'un qui veut il veut jouer au tennis, mais il dit, attends, hey, tu m'envoies la balle où moi je suis. Mais ce n'est plus du tennis. L'autre, il va envoyer la balle où toi, tu n'es pas. Et toi, tu dois courir derrière cette balle. Tu veux jouer au football, mais tu veux qu'on te donne la balle et tu veux que personne qui n'est pas derrière, pour que personne t'empêche de marquer le but. Et quand tu arrives devant le but, tu dis au gardien, vous pouvez vous pousser que je puisse marquer le but. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut rentrer dans les règles. Et pour rentrer dans les règles, si je ne suis pas un footballeur, je dois le devenir. Et devenir un footballeur, ça dépend quel niveau de football. Si moi et le football forment deux, même à un certain niveau, même à un haut niveau, je ne veux pas, à un certain niveau, je veux rester moi, alors je ne serai pas ce footballeur extraordinaire. Donc le bitoul que je parle, c'est l'abnégation de moi devant le message. Je veux être un homme marié. Si je parle que je suis un homme marié, donc il y a un mariage. Le mariage a des règles. Oui, mais ça, c'est le mariage. Mais moi, je veux rester moi. Si tu veux rester toi, alors tu n'es pas battel aux règles du mariage. Tu veux rester toi, mademoiselle, ou tu veux rester madame, mais tu ne veux pas devenir la femme dans le mariage. Donc, tu ne rentres pas dans ces dimensions-là. Toi, tu veux être marié avec ta femme, vous voulez être des parents, mais vous ne voulez pas mettre le pied à l'étrier de ce qu'on appelle la dimension parentale et des parents. Alors, automatiquement, entre toi et ton mari, c'est-à-dire l'homme et la femme, qui va être des parents de cet enfant, il y aura un écart. Donc, l'enfant va se retrouver avec des parents qui sont officiellement ses parents, parce que dans les papiers, c'est écrit monsieur et madame sont ses parents, mais dans la dimension de parents, ils n'ont pas donné ce qu'ils ont besoin d'être parents, parce que pour être parent, il faut devenir parent. Et devenir parent, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'une manière naturelle. Mon corps ne devient pas naturel. Mon corps, oui, j'ai un enfant. Avoir un enfant ne me rend pas parent. Chez les animaux aussi, il y a des enfants. Et vous avez déjà vu une vache, un bœuf, et qui marche comme ça, il dit, voilà, ça c'est mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils sont avec eux. Non, parce que cette dimension parentale n'existe pas. Alors à l'instant T, Dieu il a mis dans la nature que l'animal va donner la tétée à son enfant pour qu'il ne puisse pas mourir. Mais après cela, dès qu'il grandit, il n'y a plus de lien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait grandir à lui donner à manger? Oui, parce que c'est un monde des animaux. Le monde des animaux se contente, se limite à un corps. Mais nous, on n'est pas simplement les parents du corps de l'enfant. C'est pas ça ce qu'on attend simplement de dire, voilà, j'ai mis au monde un corps. Alors c'est vrai que j'ai mis un monde en corps et le maître va donner l'esprit. C'est pour cela que l'Alakha préconise que le kavod du maître est plus grand que le kavod du père. Mais de l'autre côté, le père a un devoir, il a un devoir d'éduquer son enfant. Mitzot Chinour de Rabbanan, comme c'est rapporté dans le Shulchan dans chapitre 343, ou même Veshinartam Levanecha de l'enseigner la Torah, et si lui il n'est pas capable alors de prendre un enseignant, parce que ça c'est la partie de l'esprit. Et donc si moi je veux pas, non, il ne faut pas me déranger à moi, moi je veux rester ce que je suis, alors il va y avoir un écart entre ce que je suis et ce que l'enfant a besoin. Et ça, c'est ce que nous dit la Torah. Si tu veux être le véritable message, tu veux être comme ces bougies de Hanouka, c'est ça qu'on te demande, regarde ces bougies de Hanouka, apprends de ces bougies de Hanouka, non pas pour toi qu'elles t'éclairent à toi, mais apprends ce qu'elles sont, parce que dans les bougies de Shabbat, moi de quoi je profite? Je profite de la lumière que les bougies m'ont apportée. Donc, je suis en train de manger, comme c'est écrit dans le chapitre 263 du Shulchan. Je suis en train de manger, et ces bougies m'apportent du oneg, elles m'apportent du plaisir. Donc, moi, je veux manger avec plaisir. Et donc, je mets ces bougies, elles m'apportent à moi dans ce que moi, je suis en train de manger. Mais les bougies de Hanouka, les bougies de Hanouka, on n'a pas le droit de les utiliser. Lire autant bilvat, il faut les regarder, c'est-à-dire ce que je vais tirer comme enseignement des bougies de Hanouka, c'est pas ce qu'elles m'apportent en train de les manger, c'est en les regardant à elles que je dois tirer un enseignement. Et quel est l'enseignement? C'est que pour que la bougie puisse fonctionner, elle a besoin d'une seule chose, il faut que le combustible disparaisse. Sinon, il n'y a pas place pour une bougie. Est-ce que j'ai été clair?
Oui, très clair. Juste une petite précision. Comment est-ce qu'on fait pour être à la fois dans les règles, comme vous avez dit, mais tout en écoutant au fond qui on est à l'intérieur, avec nos dons, nos qualités particulières, tout ça? Akadosh Baruch Hu a mis sur pied et sur terre deux principes. Le principe que Dieu nous demande concerne chacun. À l'intérieur de ce système-là, il y a un espace que chacun a le droit d'exister. Je répète, les règles que Dieu a mises sur terre, c'est un principe global et général qui concerne chacun d'entre nous. Et c'est seulement à l'intérieur de ces règles, on a le droit de naviguer à l'intérieur de ces règles. Mais on n'a pas le droit de sortir de ces règles. Un exemple, lorsque j'ai une voiture, avec cette voiture, je peux aller où? Où je veux. Je peux aller à Paris, je peux aller à Marseille, je peux aller à Lyon, je peux aller où je veux. Mais est-ce parce que j'ai le droit de me déplacer et on ne va pas me dire où je vais aller? Si j'ai envie d'aller à Paris, je vais aller à Marseille, je vais aller à Lyon, je vais aller à Vincennes, je vais où je veux. Donc chacun est libre et personne ne va au même endroit que l'autre. Chacun a le droit de se déplacer où il veut. Mais quand je me déplace, j'ai le droit de rouler sur le trottoir? Je n'ai pas le droit de rouler sur le trottoir. Il y a le métro. Le métro, il va partout. Je peux prendre le métro, je peux aller où je veux. Mais est-ce que j'ai le droit de bloquer les portes du métro? Est-ce que j'ai le droit de mettre mes pieds sur un banc, sur un siège dans le métro? Non. Parce que Dieu a mis des principes. Le principe, c'est quoi? Je dois être un père. Maintenant, à l'intérieur de cette dimension de père, on est tous différents. Comme un va à Lyon, comme l'autre va à Marseille, comme l'autre va à Paris. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette dimension de père, on attend de nous tous un point. Lequel? Une abnégation totale comme ces bougies. Je dois disparaître. Ça, c'est la condition sine qua non. Il n'y a pas le choix. Je suis obligé de disparaître. Mais chacun, ce qu'il est. Moi, je suis ça et l'autre, il est autre chose. Chacun d'entre nous est différent. Par exemple, on va prendre un homme que ses capacités intellectuelles sont limitées et celles de son enfant sont limitées. Mais il y a un point commun de tous les parents. Ce père, cet enfant attend une seule chose. Il veut voir que son père se donne totalement pour lui. Il veut voir que sa mère se donne totalement pour lui. Mais qu'est-ce qu'elle peut donner totalement pour lui? Ce qu'elle a. Chacune ne va pas donner plus que l'autre. Quand un garçon se marie, il a choisi une jeune fille. Cette jeune fille lui plaît, mais cette jeune fille ne plaît pas à un autre. Alors si elle ne plaît pas à un autre, ça veut dire qu'elle est moins bien? Non. Elle peut être parfaite dans ses dimensions de jeune fille, il peut être parfait dans ses dimensions de garçon, avec ses capacités. Une a besoin d'un intellectuel et l'autre a besoin d'un homme qui est plus sentimental. Donc chacun à son niveau, il va donner le maximum de ce qu'il est. Mais le point commun, c'est que j'ai un programme. J'ai un programme où je veux arriver, je veux être le meilleur mari, pas du monde, le meilleur mari de moi-même, dans mes dimensions à moi. Comme avec ma voiture, chacun va à l'adresse où lui va, chacun avec le métro va où il va. Chacun, il mange à sa faim, on achetait tous du pain, mais il va manger une tranche, l'autre va manger deux tranches. Il va manger du pain complet, l'autre va manger un autre pain. Mais le point commun, c'est qu'on a tous mangé. Donc la question, c'était comment, d'un côté, on nous demande des choses globales et générales qui sont équivalentes à tout le monde, et de l'autre côté, on a notre identité, parce que Dieu, il a mis le système en place d'une telle manière, c'est qu'il y a des règles, il y a ce qu'on appelle un périmètre, qu'on ne peut pas sortir de ce périmètre, mais à l'intérieur de ce périmètre, on a le droit de naviguer. Et chacun, il a son espace où il navigue. Donc, chacun d'entre nous est différent, comme par exemple, un, il va s'investir dans l'étude de ça, l'autre va s'investir dans l'étude d'autre chose. Chacun, il a son choix. Mais le point commun des deux, c'est qu'on est investi dans ce qu'on fait. Un, il va s'investir dans l'étude de la halakha, l'autre, il va s'investir dans l'étude de la Gemara, l'autre, il va s'investir dans l'étude de la Chassidoute, l'autre va s'investir dans l'étude de la Kabbalah. Mais le point commun, c'est quoi de tous? C'est qu'on doit se donner totalement. On a un programme et on se donne à fond dans ce programme, comme c'est bougies de Hanouka. Chacun est différent, mais dans ce qu'il se donne, il est à fond. Est-ce que c'est clair? Oui, merci Raphaël. Donc, juste parce que je n'ai pas de montre en face de moi, juste vous me dites dans combien de temps il me reste à parler, comme ça Il est 22 heures, mais je peux m'arrêter ici, je n'ai pas un problème de m'arrêter, c'est juste, je ne veux pas déranger, comme vous m'avez dit, 1 heure. Et donc, je veux pas... Nous, de notre côté, c'est parfait. N'ayez pas de crainte par rapport à nous. Maintenant, c'est vous. D'accord. Alors, je peux continuer quelques minutes. Bien sûr. Encore. Bien sûr. Hazak. Donc, le premier point, parce que le plus important, comme je vous ai dit, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que vous allez retenir. Le premier point qu'on a vu, c'était quoi? Le premier point, vous vous rappelez, c'était quoi le premier point? Le premier point, c'est que nous sommes dans une génération où on ne peut plus vivre comme avant. On ne peut plus se contenter d'une vie simple. Aujourd'hui,
on est obligé d'être à la pointe. Aujourd'hui, on est obligé d'être un professionnel, ce qui n'existait pas avant. Avant, je n'avais pas besoin parce qu'il n'y avait pas autant de complications. Qui avait une voiture avant? Vous savez, c'est quoi une voiture? Une voiture, c'est un danger. Donc aujourd'hui, si j'ai un danger dans les mains, je suis obligé de faire attention. Le gaz, c'est un danger. C'est plus comme avant. Aujourd'hui, on a des choses qui ne sont plus pareilles. On a des smartphones qui sont une sakana, qui est un danger. C'est plus comme avant, on a un danger, on a un Yetzera qui est dans la maison, qui se trouve dans les mains des enfants, donc on n'est plus comme avant. Aujourd'hui, on est obligé d'être à la pointe. Comment on fait? Avant, on demandait à des parents, des psychologues. Il n'y avait pas de complications. L'enfant se levait le matin, il y avait une sorte de gâteau, et tout allait bien. On avait un gâteau, ou on n'avait pas le gâteau, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas le gâteau. Et si on a les moyens, on a le gâteau. Aujourd'hui, imaginez qu'aujourd'hui, quand vous allez faire les courses, vous allez dans un magasin kasher, vous pouvez mettre tout votre salaire, 1 000 euros, 1 200 euros le SMIC, et vous êtes ressorti avec 2 caddies, vous avez mis tous vos salaires dedans, et vous n'avez rien acheté de normal. Ça rentre dans des bêtises, des bonbons, des biscuits, des gâteaux. Aujourd'hui, on a 10 marques de mayonnaise. On a 20 marques de même gâteau, de waffles. On a en bonbons, on a des centaines de sortes de bonbons. Des choses, où ça existait des choses comme cela? Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, vous allez dans certains endroits, vous prenez les gâteaux Sfarad d'un tel et tel pays. Combien? Il y en a 3, 4, 5 maximum. Alors chacun, maintenant, aujourd'hui, on rentre dans une boulangerie, on n'est pas à 5 gâteaux, on a 200 gâteaux. Pourquoi on a 200 gâteaux? Parce que c'est normal. On a les gâteaux du Liban, on a les gâteaux du Maroc, on a les gâteaux d'Algérie, on a les gâteaux de Tunisie, on a les gâteaux français, on a les gâteaux d'Italie. C'est plus rien à voir. Avant, on avait 5 gâteaux, ce n'était pas compliqué. Mais aujourd'hui, on fait des mélanges. Vous imaginez, comme je dis chaque fois, en Amérique, vous avez des sushis qui n'ont rien à voir avec la nourriture japonaise. À la base, la nourriture japonaise est quelque chose qui est là pour quelque chose de raffiné, quelque chose qui est bien pour la santé. On se retrouve avec des sushis remplis de choses de graisse qui sont l'antithèse de leur système de sushi. C'est quoi? Tout est déformé aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est qu'on a besoin des professionnels. Le deuxième point qu'on a vu, c'est ce besoin de comprendre que chaque chose dans le monde a un fond. Et si ce fond-là, on ne le capte pas, on n'est pas capable de progresser. On va s'arrêter sur la forme, et la forme, c'est la forme d'un garçon, d'un enfant garçon, ou c'est la forme d'un enfant fille. Et chaque situation de tel âge change, mais c'est des formes. Le couple, l'éducation, le business, tout ça, c'est des formes différentes, mais un fond égal. Et notre travail à nous est surtout de comprendre que derrière cette forme-là, il y a un fond égal. Et mon devoir est d'être capable de retrouver ce fond-là. Et si je ne capte pas ce fond-là, je suis directement dans un mur. L'exemple que je vous ai donné, c'est cette personne-là, cette femme qui boude à son mari. Mais pourquoi elle boude? Parce qu'en vrai, elle attend qu'il la regarde. Elle attend un mot gentil de sa part. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sait pas exprimer cette idée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle émet un message différent. Si l'homme n'est pas capable de lire entre les lignes, il n'a pas compris le fond, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu me boudes, alors je vais te faire la tête moi aussi. Et après, ça va dégringoler. Le troisième point qu'on a vu, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il n'y a pas de progression naturelle. La progression naturelle n'est pas un système alpi Torah. Ça, je n'ai pas de programme. Un homme doit avoir un programme. Et c'est ça que dit la Mishnah. Ben Chamesh, le Mikra. À 5 ans, on fait la Mikra. À 8 ans, c'est la Mishnah. À telle chose, la Bar Mitzvah. À tel moment. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un programme. Ça, c'est ce qu'on a besoin, c'est d'un programme. Et on se marie, j'ai un programme. Qu'est-ce que j'ai l'intention d'être dans 10 ans? Voilà ce que je veux être. Mais nous, quel programme tu as? Je ne sais pas, je vais voir. Mais c'est quoi, je vais voir? Ça veut dire que tu as l'intention de faire des boulettes? Tu as l'intention de te retrouver dans un mur? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Notre travail à nous, c'est d'avoir un programme. Et c'est seulement si j'ai un programme que je peux m'en sortir. Le quatrième point, c'est que dans ce programme-là, il faut que je sache et que je comprenne qu'est-ce que je veux aboutir. Quel programme je veux? Est-ce que je veux un programme qui va me laisser dans mon identité à moi, qui va me laisser dans ce que moi je suis, ou un programme qui va me permettre d'être en adéquation, en symbiose absolue
avec l'endroit que j'ai besoin de devenir. Et si je veux devenir en symbiose totale, alors regarde des bougies de Hanouka. Et qu'est-ce qu'elles te disent? Tu as besoin de disparaître. Si toi, tu veux être ce que tu es, tu ne pourras pas accéder à cette dimension. Alors, ce que je voudrais, pour ne pas vous retenir, puisque le temps est arrivé, tout ce que je vous dis, c'est je me parle à moi-même. Il n'y a pas de chokhmot. Quand un enfant va au cheder, s'il veut réussir au cheder, il y a un investissement. Mais si la personne, c'est pour ça que nous disent nos sages, un homme qui veut réussir dans l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'il faut? Pas de melach tochal. Il faut que tu aies du pain avec du sel. À la tishan, il faut dormir par terre. Il faut avoir une vie dure. Pourquoi? Comment tu peux devenir un Talmid Chacham? Comment tu peux devenir quelqu'un qui est plongé dans la Torah? Que la Torah va faire partie intégrante de ta vie et les nuits, tu ne les as pas mis dans l'étude. Tu t'es pas donné, tu t'es pas investi. On peut pas devenir un chassid en disant je veux devenir un chassid, mais je reste quand je suis écrit dans Yom Yom. Un chassid dit lundi, jeudi, Shabbat, il faut qu'il étudie 1 heure de chassidout. Mais c'est quoi étudier? Avec des bisli bamba sur la table, avec un petit lechaim, on fait 2 petites lignes, on blague, on s'amuse, on discute. C'est pas de l'étude, ça. C'est de l'étude, c'est qu'on s'investit totalement. Vous imaginez quelqu'un qui veut venir, il va faire une séance de sport, il va dans un gymnase club, il vient en smoking, et dit attendez, il ne faut pas que je transpire, il ne faut surtout pas me pousser. Et quand vous mettez la machine, le tapis pour marcher, vous mettez à 500 mètres à l'heure. Mais qu'est-ce que je fais avec 500 mètres à l'heure? 500 mètres à l'heure, ça veut dire quoi? Tu ne marches pas. Tu es en train de regarder à droite et à gauche. Et on ne peut pas. Il faut que tu fasses du 5 km à l'heure, il faut que tu fasses du 7 km à l'heure. Si tu veux avancer, il faut que tu fasses quelque chose, que ton corps va bouger. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, hommes, femmes, parents, enfants, on a besoin de regarder ces bougies de Hanouka. Et ce combustible, à la fin, il n'y a plus d'huile. Elle est où l'huile? Elle est passée où cette huile? Cette huile, elle est passée où? Ben, c'est ce que tu as eu comme lumière. Cette lumière que tu as eue, c'est cette huile-là. Si tu ne prends pas ton énergie et tu n'as pas l'intention de t'investir, on peut arriver nulle part. Alors j'espère que j'ai été clair. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est la seule unique manière de réussir. On ne peut pas devenir un rave, on ne peut pas devenir des parents, on ne peut pas devenir quoi que ce soit en restant assis dans un fauteuil. Il y a quelque chose. Il n'y a pas une personne qui va travailler, même si c'est écrit Yegia Kaper Hakitoch, elle dit David Ameler dans les Teilim. Avec le beurre de tes mains, tu mangeras. Alors, c'est vrai qu'on travaille avec ses mains, mais un homme qui travaille sérieusement, il est obligé de réussir. Il n'y a pas de chokmot. Quelqu'un qui n'a pas réussi, c'est parce qu'il n'a pas travaillé. Alors, ce que je voudrais, c'est que, surtout qu'on comprenne, nous, les jeunes parents, un garçon qui se marie, s'il veut devenir un bon mari, il n'y a pas de chokmot, il faut s'investir. Si une jeune fille veut devenir une bonne femme, la femme qui faut à son mari, il faut qu'elle s'investisse. Et si ces deux garçons, ce garçon et cette jeune fille, veulent devenir des bons parents, il faut s'investir. J'espère que j'ai été clair. Et avec plaisir, si quelqu'un a une question, avec plaisir avant que je vous libère. Merci beaucoup, Rav Tayeb. C'était un cours très construit. Baruch Hashem, j'ai pas de questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné de votre temps ce soir. C'était très, très, très intéressant et très complet comme cours. Merci beaucoup. Merci. Kol tov.